Bonjour, chers internautes, lecteurs et inconditionnels de ceux qui font l'Afrique. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de la grande interview. L'invité du jour est une figure de proue du précaré politique ivoirien, cadre du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, député de la ville de Dabakala, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et oui, Monsieur Jean-Louis Billon, malgré son emploi du temps chargé, nous fait l'amabilité de recevoir notre équipe dans le confort de sa résidence pour une interview en duplex. Vous me recevez? Vous me recevez? Alors, Monsieur Billon, vous déclariez en 2023 sur les ondes de Radio France Internationale que vous avez une offre politique pour la Côte d'Ivoire. À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, quelle est la substance de cette offre politique? Alors merci. Moi je pense qu'il va m'être difficile de décliner mon projet de société en si peu de temps. Mais ce que je peux dire, c'est que ça va intervenir au moment de ma déclaration formelle de candidature. À ce moment-là, je vous parlerai de cohésion sociale, de développement, et faire en sorte qu'aucun Ivoirien ne se sente exclu du processus de développement en Côte d'Ivoire. Et c'est toute la substance de mon projet politique, avoir de l'équité, de la justice, la bonne gouvernance, et s'assurer que sur l'ensemble du territoire national, tous les Ivoiriens se sentent concernés et touchés par ce processus de développement que je compte mettre en place. La date de la prochaine convention du PDCI-RDA demeure jusqu'à ce jour indéfinie, quand les présidentielles de 2025 arrivent en grandes enjambées. Cette rencontre, signifiant-le, revêt un caractère capital dans la vie du rassemblement politique, car c'est à l'issue de celle-ci que sera désigné le candidat aux échéances électorales prochaines. Qu'est-ce qui explique ce que nous qualifierons de retard et quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre? Alors, au niveau du PDCI RDA, qui est mon parti politique, il faut savoir que avant d'arriver à la convention, il faut que nous ayons un bureau politique et que le bureau politique donne une date pour le congrès. Nous sommes en retard de 2 congrès déjà. Le 13e congrès devait se faire en octobre 2023 et il n'a toujours pas eu lieu. Avant d'arriver à la convention, nous devons avoir ces réunions-là, faire le débat, et c'est le congrès qui va ensuite programmer la convention. Et il faudrait que la convention se fasse dans les règles de l'art. Ce que j'attends, c'est une convention ouverte, une convention crédible, pas le type de convention éclatée et tout ce qui a pu se faire par le passé. À ce moment-là, si elle est crédible, on pourra dire le candidat lui-même sera crédible. À travers vos réseaux sociaux, notamment TikTok, vous annoncez des panels de discussion ouverts au grand public avec une communication soutenue et tout ce qui va avec. Monsieur Billon, êtes-vous officieusement en campagne? Sinon, quelle est l'optique d'une telle démarche? Alors, je vais vous répondre directement. Il y a un acteur politique qui, malheureusement, n'est plus parmi nous aujourd'hui, qui était Émile Bogadoudou, qui avait résumé la question en disant un homme politique est toujours en campagne. Donc, oui, je suis en campagne. À partir du moment où vous êtes en politique, vous êtes constamment en campagne. Maintenant, les panels de discussion sont ouverts et ils me permettent de connaître les préoccupations des Ivoiriens et leur apporter une esquisse de réponse, parce que la réponse complète sera apportée quand je serai aux affaires. Revenons au PDCI-RDA, monsieur, si vous le permettez. Il se dit qu'une guerre intestine, quoique bénigne, prévaut actuellement au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et que vous ne seriez plus en odeur de sainteté avec votre camarade et concurrent à la candidature, M. Tidiane Thiam. Qu'en est-il réellement? En réalité, il n'y a pas de problème personnel entre nous deux. Il est président du parti. Nous attendons de lui que le parti soit géré comme un parti politique doit être géré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retard
dans les actes de gestion du parti, et il faudrait que ce soit corrigé. Je pense que l'équipe qui l'entoure est trop en retard et ne l'oriente pas dans la manière attendue par les militants. J'ai rappelé tout à l'heure que nous devons avoir un bureau politique, le Congrès, et le Congrès, qui est l'instance supérieure du parti, peut valider ou non les nominations qui ont été faites, parce qu'elles ont été faites en dehors des textes. Donc pour l'instant, j'estime que le parti est en train de fonctionner un petit peu de façon informelle. Même si le président a de l'autorité, il faut que tout ça soit concrétisé, validé lors d'un congrès. En dehors de ça, comme je dis, il n'y a pas de problème personnel. Moi, j'estime que je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'adversaires, je n'ai que des concurrents. Soit dit en passant, cette question n'était pas dans le protocole d'interview. Nous lûmes dans un journal proche du PDC-RDA que vous renonciez à devenir candidat de votre parti aux prochaines élections, mais que vous apportiez votre soutien à M. Tidiane Thiam. Pouvez-vous nous faire un éclairci là-dessus? Non, ce n'est que de l'intoxication. Ce sont des personnes qui ont une mauvaise communication et font dire à moi ou à d'autres ce qui n'est rien du tout. La réalité, c'est que je suis en lice, je suis candidat et je demeure candidat. Par ailleurs, le président Thiam est absent du pays, donc nous ne nous sommes pas parlé depuis un bon bout de temps. Selon quelques indiscrétions, certains membres du PDC-RDA vous reprochent d'être effacé, peu réactif lors des rencontres et activités. Et si ces faits sont avérés, est-ce un effacement stratégique? Non, pas du tout. Il faut dire que moi j'estime qu'il ne se passe rien en ce moment au niveau du parti. Encore une fois, je répète, pas de bureau politique, pas de congrès. Il ne se passe rien. Je ne suis pas aujourd'hui dans les instances dirigeantes du parti pour participer aux réunions. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller me promener dans des réunions où il ne se passe rien, il ne se décide rien. Tout commencera après le bureau politique et surtout après ce 13e congrès qui est attendu depuis 10 ans maintenant. Si nous atteignons 2025, nous serons en retard de 3 congrès. Or, nous sommes un parti politique et l'instance supérieure du parti politique, c'est le congrès. Que l'on fasse le congrès et après on pourra dire. Maintenant, quant aux absences des uns et des autres, on ne va pas reprocher à certains cadres du PDCI d'être absents quand pendant plus de 20 ans, il y en a qui étaient absents. Donc quand même, je pense que c'est un mauvais procès. Il est écrit nulle part qu'on doit être présent à toutes les rencontres. Les rencontres importantes, nous sommes là. Nous revenons à votre candidature. Ce n'est pas une lapalissade de le dire. Vous êtes un homme accompli à bien des égards et vous participez déjà à votre niveau au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes présenté comme l'homme le plus riche du pays et le deuxième plus gros employeur après l'État. Tout cela sans compter les multiples nominations gouvernementales et fonctions électives glanées tout au long de votre parcours. Avec un tel confort professionnel et financier, pourquoi vous engagez-vous dans la course à la magistrature suprême? Alors, à la différence de beaucoup d'acteurs politiques, moi je ne cherche pas à être quelqu'un. Je veux faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. C'est toute la différence et toute cette expérience acquise dans le monde des affaires, dans le monde politique, dans le monde international, je veux la mettre au service de mon pays. Et je le dis toujours, je peux faire mieux que les équipes en place. Je peux faire mieux que ce qui a été fait jusque-là. Et je suis le seul, parmi les acteurs politiques, à part ceux qui sont aux affaires, qui ne sont pas au chômage. Donc les autres qui sont au chômage, en se présentant, ils cherchent un emploi. Moi, j'ai déjà un emploi. Je veux simplement changer d'emploi et diriger la Côte d'Ivoire. Voilà toute la différence entre moi et les autres.
Vous affirmez pouvoir faire mieux que les personnes aux affaires. La question qui vient est donc en parfait alignement avec votre affirmation. Quels sont les atouts qui font de vous le meilleur candidat à la succession du président Alassane Ouattara? Quand vous regardez le profil des acteurs politiques en présence, vous avez des fonctionnaires, vous avez des banquiers, euh, essentiellement, hein, professeurs. Celui qui a le profil le plus large, c'est moi. En termes d'expérience, si vous me parlez de banque, je suis actionnaire de banque et j'ai été président de banque. Si vous me parlez d'agriculture, je suis dans l'agriculture depuis le champ jusqu'au produit fini, hein, avec l'agro-industrie. Si vous me parlez de fonctions électives, j'ai eu toutes les fonctions électives en Côte d'Ivoire. Si vous me parlez d'expérience gouvernementale, j'ai eu toutes ces expériences. Le seul poste que je n'ai pas eu en Côte d'Ivoire, c'est celui de président de la République, et celui-là, je vais le gagner avec l'aide des Ivoiriens. Dans cette course à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, avoir des postes de responsabilité au plus haut point international dans les organismes que nous connaissons et posséder un portefeuille relationnel international étoffé semble conférer un statut de favori. Pensez-vous que la connaissance et la pratique du terrain telles que vous soutenez l'avoir au plan local sont sous-estimées? Alors, il faut savoir que ce qui compte pour nous, c'est d'abord la Côte d'Ivoire, d'abord les Ivoiriens, d'abord l'économie ivoirienne, d'abord l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Nous avons tous notre réseau, tous nos connaissances à l'international. Personnellement, je connais pas mal de chefs d'État de la sous-région et ailleurs dans le monde, mais ce n'est pas eux qui construisent la Côte d'Ivoire. Le relationnel, c'est bien, hein, ça aide dans tous les secteurs d'activité, mais les intérêts des Ivoiriens, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous proposons pour les Ivoiriens? Les autres ne construiront pas la Côte d'Ivoire à notre place. Et tous les acteurs dans les réseaux que nous avons sont des personnes qui passent également, qui sont présentes aujourd'hui, qui ne seront pas présentes demain, ou bien certaines ne sont pas encore présentes et arriveront. Donc, avec l'international, nous travaillerons avec les personnes en place, les personnes qui peuvent nous apporter quelque chose, les personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Mais comptons sur nous-mêmes d'abord, comptons sur les Ivoiriens, et je vais favoriser l'économie nationale, je vais favoriser les Ivoiriens et faire en sorte que quand on parle de panafricanisme, nous le sommes tous. Hein, nous voulons tous le bien de l'Afrique. Mais avant toute chose, il faut que nos concitoyens soient puissants économiquement. C'est à ce moment-là que nous serons puissants politiquement. Nous parlons à présent de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition en Côte d'Ivoire a entamé une démarche de coalition depuis peu. Au PDCI-RDA, le président en charge ne semble pas y accorder grand intérêt. Pensez-vous que sans le concours des autres partis politiques de l'opposition, le PDCI-RDA aurait des chances d'accéder à la magistrature suprême? Je vais vous dire, on doit tous être d'accord sur des choses à améliorer au niveau du pays. L'opposition est d'accord pour que la liste électorale soit auditée, revue et améliorée. Donc ça, personne ne peut être contre ça. Mais l'ensemble des partis politiques sont concurrents. Chacun aspire à se faire élire et il n'y a qu'une place, celle de président de la République, pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. Donc vous ne pouvez pas demander à des acteurs qui sont des concurrents de tous se fédérer autour d'une seule personne. C'est difficile d'obtenir cet accord-là. Mais être d'accord sur des sujets, c'est important. Avançons, tout le monde va se présenter. C'est arrivé au deuxième tour que les alliances se feront véritablement. Et à ce moment-là, le PDCI, s'il arrive au deuxième tour, eh bien, oui,
il a ses chances. Il faut d'abord arriver au deuxième tour. Selon vous, si nous nous fondons sur votre propos, une alliance à ce stade de la course à la magistrature suprême n'est pas un préalable. Vous incitez par ailleurs les acteurs politiques à conjuguer les efforts pour faire pression afin que les idéaux d'égalité et de transparence puissent être respectés. Militez-vous donc pour la réinscription des candidats exclus sur la liste électorale? Oui, c'est exactement cela. Des leaders de l'opposition, dont l'ex-président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume, sont exclus de la liste électorale. D'un côté, des arrestations jugées politiquement motivées sont toujours enregistrées. Sous quelles conditions pouvons-nous espérer assister à des élections présidentielles apaisées en 2025? Bon, j'espère, en toute honnêteté, qu'entre maintenant et la période électorale de 2025, ce sont des questions qui seront réglées et que les acteurs absents pourront rentrer et que le président Laurent Gbagbo pourra figurer sur la liste électorale. Ça fait partie de la cohésion et de la paix. Si nous voulons des élections apaisées, comme vous dites, et si on estime vouloir mettre tous les éléments de la crise ivoirienne derrière nous et qu'il n'y ait plus de sujets confligènes entre nous, et que l'équité existe et que ces élections soient véritablement ouvertes, transparentes, pour être crédibles, afin que la légitimité du prochain président de la Côte d'Ivoire ne souffre d'aucune contestation. Une enquête du média français Mediapart révèle une manipulation des indices de développement économique en Côte d'Ivoire par une entreprise française dont nous tairons le nom, sous l'impulsion de l'État ivoirien. De votre regard de grand administrateur et d'élu, ces accusations sont-elles fondées ou proches de la réalité? Bon, je ne saurais le dire. Hein. Ce que je puis vous dire, c'est que lorsque nous critiquons, qu'est-ce que nous critiquons? Nous disons, nous avons des chiffres éloquents au niveau de la politique ivoirienne et de l'économie, mais quand on parle de croissance, est-ce que cette croissance profite à un maximum d'Ivoiriens? Est-ce qu'il y a ce ruissellement de la richesse qui bénéficie au maximum d'Ivoiriens? La réponse est non. Donc c'est ça la critique essentielle. On ne pourra pas dire que le régime en place n'a rien fait, vu que nous-mêmes, PDCI, nous avons participé à un moment donné au programme et aux travaux qui ont été faits. Mais nous estimons que dans la gestion des priorités, on peut faire autrement. Et personnellement, en tant que candidat, j'estime et je sais que je pourrais faire mieux que cela. Par l'emploi, nous le rappelions plus haut, vous êtes le plus gros employeur du pays après l'État. Au regard des chiffres donnés par le gouvernement sur le taux de chômage, pensez-vous que l'emploi en Côte d'Ivoire est un chantier bouclé? Non, personne ne peut dire que l'emploi est un chantier bouclé. D'abord, c'est un chantier permanent, hein, et le taux de chômage en Côte d'Ivoire reste élevé. Il y a une bataille de définition, et cette bataille de définition, il y en a qui prennent la définition du Bureau international du travail, qui dit que toute personne qui a une activité ne peut pas être considérée comme une personne au chômage. Ce qui enlève des chiffres du chômage plein de personnes qui ont une petite activité en Côte d'Ivoire. Mais soyons honnêtes, est-ce que vous pensez que la jeune fille qui vend des sachets d'eau au feu rouge considère qu'elle a véritablement un emploi? Ça, c'est du chômage déguisé. Hein. On ne peut pas considérer cela comme étant une activité génératrice de revenus. C'est de la débrouillardise. Il ne faut pas confondre la débrouillardise, la survie de certains comme étant un emploi. Nous sommes plus proches des 20%, voire des 25% de chômage que des 2% de chômage comme aiment défendre certains pour dire qu'ils ont bien travaillé. Non, la préoccupation principale, c'est l'emploi, c'est le coût de la vie, la cherté de la vie, l'éducation des enfants,
la santé, le transport, la sécurité, le quotidien des Ivoiriens est une préoccupation permanente. Et si on n'a pas d'emploi, vous pouvez baisser le coût de la vie, ça restera toujours trop cher pour celui qui n'a pas de revenus. Donc la principale bataille, c'est de faire en sorte que nous ayons plus d'emplois, mais surtout des emplois mieux rémunérés et des emplois stables. Donc on ne peut pas dire que c'est une question qui est derrière nous. C'est une question qui est présente et c'est une question qui est continue et qui restera une question continue. Fermons cette page avec la question suivante. Monsieur Billon, le gouvernement ivoirien, à travers de communiqués, annonce que tout va pour le mieux en terre des Burnées. Êtes-vous de cet avis? Bon, c'est de bonne guerre. On ne peut pas dire que le RHDP n'a rien fait. Ils ont travaillé, ils ont même un bilan à défendre. Nous, on dit, on peut mieux faire. Mais dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, non. Il y a beaucoup de sujets à traiter. La question de l'emploi, la question du coût de la vie, la question de la pauvreté des Ivoiriens restent des sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Donc, aucun gouvernement, aucun régime au monde ne peut s'asseoir à un moment donné et être satisfait de son bilan en disant « nous avons tout réussi, nous avons tout fait ». Non, chacun arrive et doit mettre le pays un petit peu mieux que ce qu'il a trouvé quand il est arrivé. Et nous sommes encore un pays sous-développé. Notre défi reste le développement de la Côte d'Ivoire et le chantier reste encore vaste. Il y a beaucoup à faire et cela ne se fera pas sans bonne gouvernance, sans primauté donnée à l'intérêt général et sans un projet de société avec un plan stratégique solide que moi je suis prêt à donner aux Ivoiriens. Il y a un fait qui est marquant, qui défraie la chronique et qui alimente des discussions. C'est le fait des déguerpissements qui font rage dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les populations sont en grogne, ils manifestent parfois violemment. Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour prévenir cette situation et que faut-il faire pour pallier définitivement ce problème? Alors merci, c'est une question d'actualité et comme vous l'avez dit, c'est une question qui concerne tous les Abidjanais aujourd'hui. Au départ, on laisse des personnes s'installer un peu partout et n'importe comment. C'est là que la faute repose sur les autorités, sur le gouvernement et sur ceux qui sont supposés appliquer la loi. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un s'installer illégalement quelque part pendant des années, même prendre des taxes municipales sur les commerces qui s'installent et quelques années après venir tout casser en disant vous n'avez pas le droit d'être là. Qu'a fait le gendarme, qu'a fait le policier, qu'a fait le fonctionnaire quand tout cela se construisait illégalement? Il n'a rien fait. Hein. On dit qui ne dit rien consent. Donc l'État, à un moment donné, a consenti et décide que vous avez fauté, on doit vous déguerpir. Le terme déguerpissement, c'est comme si on déguerpissait un parc à bœufs. Hein. Ce sont des êtres humains qui vivent là. Ce sont des vies humaines qui ont construit un patrimoine. Et vous dites, on va vous dédommager. Donc, à partir de maintenant, il ne faut plus que la faute demeure. Ceux qui ne doivent pas s'installer, il faut que le policier fasse son travail. Au moment où nous parlons, sur l'autoroute du Nord, il y a des gens qui s'installent et qui installent un commerce, alors que les textes disent que non. Et le gendarme est là, il va arrêter des véhicules, prendre de l'argent à ces véhicules, et ceux qui sont illégalement installés, il est capable d'aller faire ses courses lui-même auprès de ces personnes-là. Il y a un vrai problème. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la gouvernance. Hein. Il faut que l'État se reprenne et que la bonne gouvernance soit habitée dans la gestion de la chose publique constamment. Hein. Donc, on pouvait prévenir cela. Au moment où nous parlons, les personnes
qui ont été délogées, déguerpies, comme vous dites, qu'est-ce que vous croyez qu'elles font? Elles se réinstallent ailleurs. Et elles se réinstallent où? Dans d'autres endroits, pas forcément comme il faut, pas forcément là où il faut, pas forcément là où c'est autorisé, et dans quelques années, elles seront déguerpies. Il fallait tout simplement dire, nous allons vous déménager et réaménager ou aménager des endroits d'accueil, et c'est quand ces personnes allaient pouvoir s'installer sur ces nouveaux lieux, tout simplement qu'on pouvait ensuite casser. Ça fait partie de l'aménagement du territoire, ça fait partie de l'aménagement urbain. Donc, c'est l'approche qui a été mauvaise. Il faut qu'on change d'approche. Hein. Nous sommes tous pour le développement urbain, pour un meilleur urbanisme et un cadre de vie agréable, mais quand même, ça ne doit pas se faire au détriment du bien-être de ces personnes-là, parce que c'est pour ces personnes que nous nous battons et nous voulons que ces personnes aient un bien-être avéré. Rebondissant sur votre réponse, nous vous entendons dire que le déguerpissement ne saurait être fait sans une relocalisation préalable. Est-ce cela? Oui, tout à fait. À partir du moment où on est d'accord que l'aménagement urbain nécessite un réaménagement, de nouvelles constructions, mais on ne peut pas, comme je dis, casser le domicile d'une personne avec tous ses effets à l'intérieur. C'est inhumain. Donc un déménagement doit se faire de façon humaine. Où est l'humanisme dans tout ça? Alors qu'on est supposé être élu pour défendre l'intérêt général et surtout le bien-être des populations. Donc ça devait se faire autrement. Bien reçu, Monsieur Billon, nous sommes au terme de notre entretien. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? D'être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Merci de nous avoir accordé de votre temps, que nous savons très chargé. Merci de parler à la population à cœur ouvert et de répondre à nos questions sans embâge, sans faux fuyant. Merci également. Merci Dan, merci beaucoup. À vous, chers internautes, téléspectateurs, lecteurs inconditionnels de Ceux qui font l'Afrique, ce fut un réel plaisir pour moi de présenter cette interview. Nous recevions M. Jean-Louis Billon, qui est député de Dabakala, cadre du PDC RDA. Nous le recevions en duplex. Le but, c'était de scruter sa vision politique et savoir son regard sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Au reste, passez une très belle soirée et à très bientôt pour un autre numéro de la grande interview.